ça, je ne fais pas de ce qu'on appelle du labor economics ici. Je reprends tout simplement un résultat de ce qu'on appelle l'économie du travail, du labor economics. Je vais supposer que la demande de travail est une fonction décroissante du salaire réel, et je vais écrire de manière un petit peu tordue cette proposition, je vais l'écrire formellement à l'envers. C'est-à-dire, je vais écrire qu'il existe une relation entre le salaire réel et la quantité de travail qui est en fait... Bon, j'ai tourné la relation pour attirer votre attention. C'est comme si j'écrivais W sur P égale une fonction de N. En réalité, c'est la fonction inverse qui est la demande de travail. C'est N qui est une fonction de W sur P. Quelle fonction? Eh bien, la fonction inverse de phi. D'accord? Si la fonction directe phi est décroissante, la fonction inverse de phi est décroissante. Voilà, donc la demande de travail des entreprises, je vais supposer qu'elle est décroissante. Ce n'est pas très choquant de dire qu'une fonction de demande est décroissante. Ça, c'est le cas le plus général. Les cas où on n'a pas une fonction de demande décroissante, c'est des cas un petit peu tordus. Et là, on n'est pas dans un cas tordu. Donc, ce résultat-là, je vais le prendre comme une hypothèse, mais il est fondé sur un résultat de la théorie microéconomique. Alors, ce qui est un peu plus compliqué, c'est l'offre de travail des ménages. Alors, c'est compliqué pour deux raisons. D'abord parce que la fonction d'offre de travail des ménages, la première chose que je vais indiquer, c'est que ça va dépendre du salaire réel, mais je vais préciser de quel salaire réel, en fait. Et, bon, là, il y a une discussion. Les fonctions d'offre, en général, elles sont croissantes ou décroissantes? Croissante. Ça, c'est le lieu commun, c'est ça. La fonction d'offre est croissante. Eh bien, justement, la microéconomie, l'économie du travail, une littérature là-dessus, ne permet pas d'exclure des fonctions qui sont soit non monotones, soit elles ne sont pas toujours soit croissantes, soit décroissantes. Et ça ne permet pas d'exclure localement le cas où l'offre de travail est une fonction décroissante du salaire réel. Donc, là, je vais prendre une hypothèse qui est un petit peu plus restrictive que ce que me dit la microéconomie. Mais vous allez voir, ce n'est pas très grave. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Je vais citer un exemple et vous allez comprendre pourquoi ça peut se produire que l'offre de travail soit une fonction décroissante du salaire réel. D'ailleurs, c'est un raisonnement sur votre propre, enfin c'est un raisonnement introspectif, pour raisonner sur son propre cas. D'abord, l'idée, disons, de base, celle qui nous est suggérée par notre culture économique, c'est de dire que plus le salaire augmente, plus on va offrir de travail. Et cette idée, elle s'appuie sur un fondement qui est connu, qui est que c'est l'idée d'une substitution entre le travail et le loisir, entre le revenu et le loisir. Plus on augmente votre espérance de gain, et plus vous êtes disposé à abandonner vos heures de loisir pour aller travailler. Donc ça, c'est où, quand je parle de loisir, il faut l'entendre dans le sens un peu général, c'est-à-dire plus vous allez travailler pour une entreprise que simplement bricoler pour vous. Loisir, ça veut dire que vous ne travaillez pas. Ça veut dire que vous travaillez de manière domestique, sans passer par une entreprise, formellement par une entreprise. Donc il y a un moment où si vraiment l'entreprise vous paye très bien, vous allez accepter de travailler pour une entreprise et payer pour avoir le service que vous produisiez vous-même. Alors c'est l'illustration type, c'est le travail des femmes, ou du conjoint qui garde les enfants. On verra que c'est des femmes. Ça peut être. Mais, disons, on va parler comme ça, le travail des femmes par facilité, et vous me pardonnerez ce biais sexiste.
le travail des femmes, la participation des femmes à l'activité économique se joue comme ça. Est-ce que je vais donner mon enfant à garder à une nounou en la payant, ou est-ce que je vais passer mon temps dans une entreprise à travailler pour un patron? Et évidemment, plus l'espérance de gain est élevée, et plus la femme qui est dans cette situation va se dire « ça vaut vraiment le coup, je vais travailler pour un patron et me payer une très bonne nounou ». Évidemment, si le salaire est bas, elle sera sans doute va se déplacer vers une autre disposition d'esprit qui est « mais à quoi bon gagner si peu et passer tout mon temps loin de l'enfant que constitue l'essentiel de ma vie, une partie importante de ma vie. Donc je préfère renoncer au travail, renoncer à travailler et payer une nounou, travailler dur pour gagner peu d'argent et payer une nounou cher, et je préfère rester chez moi et élever mon enfant moi-même, ce que je ferai beaucoup mieux que n'importe quel employé. Donc ça, c'est exactement l'illustration. Parce qu'on dit souvent, oui, le travail loisir, ça ne veut rien dire, ça ne correspond pas à la réalité. C'est pas vrai, c'est exactement comme ça que les choses se passent, dans le cas que je vous cite. Alors maintenant, il y a un autre cas qui va vous faire comprendre pourquoi on n'est pas sûr de la pente. Je retourne là-dessus parce que de temps en temps, il y a cette question revient. Imaginez que vous soyez sur disons, vous ayez un métier, une spécialité extrêmement rémunératrice, très rémunératrice. Vous êtes un cadre d'entreprise de très haut niveau et vous êtes très bien payé, très très bien payé. Ça va au-delà de ce que vous pourriez dépenser tous les jours. C'est-à-dire tellement de travail que vous n'avez même pas le temps de dépenser l'argent que vous gagnez. C'est des solutions pour ça. Si vous êtes dans ce cas, vous l'êtes. Donc, imaginez que vous soyez dans ce cas. Eh bien, si par exemple l'entreprise vous dit eh bien, écoutez, vous allez travailler dimanche matin, contre le travail le dimanche matin, je vais augmenter de 25% votre salaire. Je vais augmenter de 10%, enfin significatif, le salaire. Eh bien là, justement, c'est pas sûr que vous ayez ce réflexe-là. Si l'entreprise vous propose ce deal, vous allez réfléchir, mais si elle vous dit simplement vos performances sont excellentes, je vous augmente de 10%, peut-être que vous allez vous dire, quand même, je passe beaucoup de temps pour mon patron, si mon salaire augmente, je serai encore plus à l'aise, et il me faut du temps pour aller dépenser tout cet argent, je vais travailler moins. C'est-à-dire, je gagne vraiment beaucoup. À quoi bon travailler si longtemps alors que, même sans bouger, mon salaire augmente. Ma rémunération augmente parce que j'ai de très bons résultats, parce que j'ai un effet extrêmement positif sur la productivité de l'entreprise. Très bien, on augmente le salaire. Eh bien, je peux avoir comme réaction de dire bon, mon salaire augmente. Pour le salaire que j'ai actuellement qui me va très bien, il suffirait seulement de travailler un peu moins et tout irait au meilleur du monde parce que je pourrais m'éclater dans les grands magasins ou m'acheter une troisième Porsche. Il n'y a aucun intérêt que je ne peux pas conduire 3 Porsche à la fois. C'est un raisonnement qui a été mis en avant. Bon, alors ça, je prends un cas extrême, mais ça peut se jouer même, disons, pour des niveaux de salaire qui ne sont pas mirifiques. Hein. C'est-à-dire on peut valoriser le temps personnel de manière suffisamment élevée pour avoir ce type de raisonnement. Et dans ce cas, évidemment, on arriverait à une situation dans laquelle, localement, lorsqu'on augmente le salaire réel,
eh bien, l'offreur va diminuer son offre et pas augmenter son offre. Donc ce cas, en fait, il est théoriquement intéressant, il est théoriquement pertinent. Quand on fait du labor economics, il faut travailler sur ce cas parce que c'est un segment de marché très intéressant, très important. Les cadres de haut niveau, c'est important. Mais sur le plan macroéconomique, ce n'est pas une objection très, très grave. Parce que, disons, si on prend l'économie globalement, et on regarde quelle est la distribution des cas individuels dans l'économie, par exemple, nationale, on regarde l'ensemble des individus qui sont sur le marché du travail, qui sont, disons, dans la population active, c'est-à-dire qui sont soit travailleurs, soit demandeurs d'emploi, eh bien, en moyenne, c'est presque sûr qu'on va rencontrer essentiellement des cas, en moyenne, on va en majorité trouver des cas, disons, de la première catégorie, c'est-à-dire des gens qui, lorsqu'on augmente leur salaire, vont accepter de travailler plus. Et le cas, disons, contraire, ça doit représenter une très petite fraction. Donc en réalité, si on veut s'appuyer sur la microéconomie pour formuler un comportement macroéconomique, ce ne serait pas une très bonne idée de mettre beaucoup de poids sur l'idée que lorsqu'on augmente le salaire, ça diminue l'offre de travail. Tout le monde a compris? Donc, en dépit des ambiguïtés théoriques, je vais choisir l'hypothèse que lorsqu'on augmente le salaire, l'offreur de travail, l'individu, va augmenter son offre de travail. Alors maintenant, il y a une autre difficulté que j'introduis ici. Vous voyez le salaire réel que j'ai, disons, introduit dans cette formule. Cette formule, elle ne fait pas appel au salaire réel W sur P, mais à un salaire réel divisé par P à une certaine puissance, qui est comprise entre 0 et 1. Alors ça, c'est une particularité qui va jouer un rôle très important, que j'introduis dès maintenant, et qui, en fait, indique la chose suivante. Lorsque j'examine la réalité du marché du travail, ce que je vois, c'est quelque chose d'assez complexe. Dans le marché du travail, il y a des relations entre les employeurs et les employés. Et ces relations, elles sont formalisées juridiquement ou d'ailleurs non juridiquement par des accords ou par des contrats. Donc c'est un marché un peu particulier. Le marché du travail, c'est pas comme le marché, je ne sais pas, des pommes ou des carottes. C'est un marché très particulier. Donc je ne vais pas, là encore, reprendre des notions qui viennent de l'économie du travail. C'est très intéressant, l'économie du travail. Mais il y a un point, par contre, qui me préoccupe. C'est que ce qui se passe en réalité, alors on va raisonner par exemple sur des formes contractuelles, c'est que quand un offreur de travail, c'est-à-dire un individu, et une entreprise rentrent en contact pour passer un accord sur une quantité de travail et un salaire, l'accord, en fait, il formalise la situation suivante, qui est que l'entreprise engage un salarié pour un salaire qui est fixé dans le contrat, et le salaire qui est fixé dans le contrat, c'est une valeur nominale, c'est-à-dire c'est un nombre d'euros. Or, le salarié, il n'est pas intéressé par le nombre d'euros, mais il est intéressé par le pouvoir d'achat de son salaire, c'est-à-dire ce que va lui permettre de se procurer ce nombre d'euros. D'accord ? Et donc, quand il rentre en négociation et quand il, disons, accepte ou refuse la proposition, ou fait des contre-propositions,
il raisonne en termes de salaire réel espéré. C'est-à-dire qu'il part du salaire nominal qu'on lui propose, et il fait une analyse de combien ça va me permettre d'acheter en termes de biens. Qu'est-ce que ça va me permettre d'acheter en termes de biens? Et pour faire cela, il faut, conceptuellement, qu'est-ce que c'est? Pour faire cela, il faut qu'il ait une idée du prix des biens, ou du niveau général des prix, si vous voulez, qui va se matérialiser, pas maintenant, mais au moment où il rentre dans la période de son contrat ou à la fin de la période de son contrat, c'est-à-dire quand il va toucher son salaire. Il touche son salaire, et qu'est-ce qu'il peut faire avec ce salaire? Eh bien, ce qu'il peut faire dépend du prix qui va prévaloir, des prix qui vont prévaloir au moment où il touche son salaire, pas au moment où il signe le contrat. Donc il y a un décalage très embêtant, et on pourrait dire, mais dans ce cas, on pourrait négocier en termes de salaire réel, mais ça, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible parce que la firme, l'entreprise, ne maîtrise pas le niveau général des prix. Elle maîtrise son propre prix, mais elle ne maîtrise pas le niveau général des prix. Et donc, aucune entreprise n'est, disons, raisonnablement capable de s'engager vraiment sur le pouvoir d'achat du salaire qu'elle va verser à son employé. Alors, il y a des aménagements possibles, on va en parler. Donc, il y a une première difficulté qui est que le salarié, mais l'entreprise aussi, le salarié doit avoir une idée sur le taux d'inflation qui va prévaloir dans le futur, dans la période future. Et évidemment, cette information, c'est une estimation, c'est une prévision. Et comme c'est une prévision, c'est une estimation qui est affectée par une erreur. Et cette erreur, elle est embêtante pour le salarié, parce que si, par exemple, le salarié sous-estime l'inflation qui va se produire, il va finalement avoir un pouvoir d'achat inférieur à celui qu'il espérait. Mais peut-être bien que, à ce pouvoir d'achat moins élevé que celui qu'il espérait, il n'aurait pas accepté de travailler. D'accord? Parce que son offre est une fonction croissante du pouvoir d'achat espéré de son salaire. D'accord? Donc, voilà la petite complexité que j'introduis ici à ce niveau-là et qui va jouer un rôle important. Et donc, lorsque on veut tenir compte de cela, il faut, disons, sophistiquer un petit peu la description que l'on fait du marché du travail et surtout de la relation entre l'offreur de travail et le demandeur de travail, c'est-à-dire l'individu et l'entreprise, ou le ménage et l'entreprise. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est de dire les choses de la manière suivante, de modéliser les choses simplement de la manière suivante. Disons que ce qui importe aussi bien pour l'entreprise que pour le ménage, c'est le salaire réel. Donc ce qu'on peut acheter avec un salaire pour le ménage, et pour l'entreprise, quel est le prix que l'entreprise peut faire avec le salaire qu'elle a à payer. Donc ça, c'est aussi une notion de salaire réel, mais pour l'entreprise. Alors, le point important est le suivant. Donc le ménage ou l'individu ne sait pas, il lui manque un élément pour être vraiment dans un contrat certain et dans un contrat aléatoire finalement. Il lui manque un élément. Et l'élément, c'est quel est le niveau général des prix. Mais je dois décider quand même, l'individu doit décider d'accepter ou de refuser sur la base d'un salaire nominal. Donc en fait, pour prendre cette décision, la première chose que l'individu fait, quand je dis l'individu, ça peut être
l'individu vraiment, ou le représentant des travailleurs, c'est-à-dire ça peut être un syndicat qui négocie les salaires pour les travailleurs. Donc ce n'est pas nécessairement un individu, vous et moi, si vous voulez, hein. Mais ça peut être le cas. Donc je vais parler en termes d'individu en pensant que ça peut être un représentant de cet individu qui va négocier le salaire. Donc la première chose qu'il doit faire, c'est avoir une idée du salaire réel qu'il considère comme de nature à le faire travailler. Enfin, de nature à susciter une certaine offre de travail. Là, c'est quelque chose qui est connu souvent sous le nom de salaire de réservation. Dans la microéconomie du travail, c'est le mot qu'on utilise. Donc, la première notion, c'est combien je vais travailler pour un salaire réel donné. Et ensuite, la seconde notion, c'est quel est, pour calculer le salaire réel, la seule chose que j'ai, c'est le salaire nominal, ça c'est sûr, c'est la proposition que me fait le patron. Tant d'euros par mois ou par heure. Et il me manque quelque chose, il me manque quel est le niveau des prix qui va prévaloir lorsque je serai payé. Eh bien, là, je vais être obligé de faire une hypothèse. C'est une hypothèse, c'est-à-dire une prévision. Je vais anticiper l'inflation, et en faisant ça, je peux me tromper. Je peux me tromper, et donc, mais de toute façon, je suis bien obligé de faire une anticipation d'inflation. Je fais une anticipation d'inflation, et je me dis, par exemple, les prix vont augmenter de 2%. Sur cette base-là, je recalcule mon pouvoir d'achat espéré, et je considère que je vais pouvoir proposer une offre de travail à un niveau N, un nombre d'heures de travail niveau N. Ça peut convenir à l'entreprise. Si ça convient à l'entreprise, il y a un accord et je suis embauché. Alors maintenant, je vous ai dit, il peut y avoir une erreur. Alors, supposons que l'erreur soit dans le mauvais sens pour l'individu. C'est-à-dire qu'au lieu d'une inflation de 2%, il se produit une inflation de 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir à la fin un pouvoir d'achat qui est 1% inférieur à celui que j'espérais en acceptant l'offre. Et peut-être que je n'aurais pas accepté l'offre, ou j'aurais proposé moins d'heures de travail. Donc ce point-là, si vous voulez, c'est la situation de départ. Alors pour aménager cette situation, on a eu l'idée d'introduire un mécanisme d'indexation. Alors le mot mécanisme d'indexation, c'est le mot qui est utilisé couramment. Le sens que ça a ici, c'est un petit peu différent. Le mécanisme que j'imagine, c'est le mécanisme suivant. Eh bien, je ne suis pas sûr de ma prévision. Je dis qu'il y a 2%, et il peut y avoir 3%, il peut y avoir moins d'ailleurs, il peut y avoir 1%. Et donc je me prépare à une situation désagréable, c'est-à-dire 3% au lieu de 2%. Eh bien, je peux imaginer un mécanisme qui, disons, amortit un peu cette erreur, qui corrige un peu partiellement cette erreur. Je peux inclure dans le contrat une clause qui dit, si jamais on s'est trompé sur l'inflation, c'est-à-dire, il faut se mettre d'accord sur l'hypothèse d'inflation, mais si on s'est trompé sur l'inflation, ça veut dire qu'il y a un accord aussi entre l'employeur et l'employé sur la prévision d'inflation. Et ça, c'est un aspect assez secondaire. Donc, il y a une hypothèse d'inflation qui traîne partout. Les syndicats ont des services économiques. Ils ont la possibilité d'embaucher des économistes. Vous, par exemple, dont vous travaillez en relation avec les économistes, même ceux qui travaillent pour le patronat. C'est des économistes exactement qui ont les mêmes qualifications. Donc on comprend qu'il puisse y avoir un consensus sur la prévision d'inflation. Par contre, il peut y avoir une erreur quand même, parce que le gouvernement, au fond, entre-temps, change de politique économique et que c'est imprévu. Donc, il a fait de manière imprévisible. Ça s'appelle une surprise. Donc, il peut y avoir un petit écart. Alors, on peut inclure dans le contrat une clause qui dit la chose suivante, qui dit
on a mis comme hypothèse 2% d'inflation. S'il y a plus que 2% d'inflation, eh bien, on reverse l'entreprise s'engage à reverser aux travailleurs une fraction de cette erreur. C'est-à-dire, elle corrige ex post le salaire d'une fraction de cette erreur. Imaginons que, par exemple, au lieu de 2%, il y a 3% d'inflation. Eh bien, si la clause d'indexation prévoit une valeur de θ de 1,5, 50%, ça veut dire qu'à la fin, au moment de la paye, l'entreprise va verser le salaire prévu dans le contrat augmenté de 1% de ce salaire. Donc, elle va corriger partiellement les erreurs qui ont pu se produire sur l'anticipation d'inflation. Alors, j'ai dit 1,5, ça peut être plus, ça peut être moins. Si l'indexation est totale, c'est 100%, et si l'indexation est totale, à ce moment-là, l'erreur intégralement est compensée sur les salaires, compensée intégralement, et le salarié, au fond, n'est pas victime de cette erreur. On l'a protégé complètement sur cette erreur. De toute façon, l'indexation à 100%, ça a pu exister, mais c'est assez rare. En général, l'indexation formelle ou informelle, elle ne corrige que partiellement les erreurs sur le taux d'inflation et ses conséquences sur le salaire réel. Donc si on fait cette hypothèse-là, si on fait cette hypothèse que, au fond, il y a une correction ex post des erreurs sur l'inflation, des erreurs d'anticipation d'inflation, eh bien, on corrige de θ% le salaire qui était prévu dans le contrat à la fin du terme du contrat, d'accord ? À la fin de la période dans laquelle le salaire reste fixe, d'accord ? Donc, j'imagine un mécanisme comme ça. Les mécanismes d'indexation, ils ressemblent un peu à ça, mais pas tout à fait. Ils ne sont pas tout à fait comme ça. Mais en réalité, ils ne sont pas loin de cet état d'esprit. Je vais raisonner comme ça parce que formellement, c'est plus facile à traiter. Vous avez bien compris? Donc en fait, ce que j'appelle ici indexation, ça n'est pas l'idée que le salaire va augmenter comme les prix. Souvent, le mot indexation, c'est ça. Par exemple, l'indexation des retraites. Bon, les retraites augmentent comme les prix. C'est pas ça en fait. C'est simplement qu'on corrige partiellement les erreurs d'inflation qui ont faussé le calcul que l'on a, que l'on a dû faire au moment où on a signé le contrat de travail. Est-ce que tout le monde comprend? Donc si on fait cela, si on suppose cela, et que par conséquent, il va y avoir une sorte de petite assurance qui va être versée à la fin du contrat au salarié et qui sera la fraction θ de la différence entre le niveau général des prix réalisé et le niveau général des prix qui était anticipé, c'est-à-dire l'erreur sur le niveau général des prix. Eh bien, si on fait cette hypothèse-là, la relation qu'on trouve, c'est une relation ici qui est un peu plus compliquée, qui est que, vous voyez, c'est une relation qui lie n et w sur p à la puissance θ. Alors, essayez par vous-même de retrouver cette formule-là en partant de l'anticipation et en disant qu'il va y avoir une correction sur l'anticipation. Ce point sera traité en TD. Donc c'est un petit point technique. Mais vous pouvez tout de suite vérifier la chose suivante. Si la correction est parfaite, c'est-à-dire si θ est égal à 1, eh bien à ce moment-là, le terme w sur p à la puissance θ, il devient w sur p. Et donc on retrouve le salaire réel. D'accord ? Y a-t-il une remarque? Donc c'est la difficulté conceptuelle, elle se concentre sur l'offre de travail.